Nous avons des nouvelles de Paris. Diana, princesse de Galles, a trouvé la mort dans un accident de voiture. Francis m'a confié quelques années plus tard combien elle était admirative de la façon dont Diana s'était affranchie selon elle des contraintes de la royauté et de son appartenance à la famille royale. Ce que l'ADN a révélé sur la lignée maternelle de la princesse Diana est si surprenant que le généticien qui l'a découvert a eu du mal à croire ses propres résultats. En 2013, le docteur Jim Wilson de l'Université d'Édimbourg a analysé la salive de 2 parentes maternelles de Diana, s'attendant à trouver des siècles de sang aristocratique anglais pur. Au lieu de cela, il a découvert un marqueur génétique si rare que seulement 14 personnes sur toute la planète en sont porteuses. 13 vivant en Inde, 1 au Népal, aucune en Europe, pas une seule, jamais. Et ce marqueur se trouvait dans la lignée de la femme la plus célèbre de l'histoire britannique. Le Dr Wilson a répété le test à 3 reprises. Le résultat est resté inchangé. Ce marqueur remonte à une femme née vers 1790 sur la côte ouest de l'Inde. Une femme dont les lettres implorant de revoir sa fille une dernière fois sont restées sans réponse et que la famille Spencer a mis 2 siècles à faire disparaître de l'histoire. La découverte de l'ADN. Les échantillons sont arrivés à Édimbourg sous forme de 2 petits flacons de salive. Ils provenaient de 2 femmes descendant directement de la lignée maternelle de la princesse Diana, toutes 2 cousines, au 3e degré de sa mère, Frances Shand Kidd. Il ne s'agissait pas de volontaires choisis au hasard. Elles avaient été spécifiquement sélectionnées en raison d'un lien extraordinaire qui les unissait une filiation mère-fille ininterrompue depuis plus de 200 ans. Le Dr Wilson et son équipe, en collaboration avec la société d'analyse génétique Britain's DNA, se sont concentrés sur un type de matériel génétique, l'ADN mitochondrial. Voici pourquoi c'est important. Contrairement au reste de votre ADN, qui est remanié à chaque conception, l'ADN mitochondrial se transmet intact de mère en fille, de génération en génération, tel un seau scellé impossible à ouvrir ou à modifier. Votre aïeule maternelle aurait pu être porteuse d'un marqueur spécifique il y a 1000 ans, et vous le porteriez encore aujourd'hui. Aucun membre de la famille n'a jamais pu y toucher. L'équipe a analysé des centaines de marqueurs le long du génome mitochondrial. Un test de routine, un autre. Lignée aristocratique confirmée. Sauf que non. Lorsque les résultats se sont affichés, le Dr Wilson a découvert un marqueur qu'il avait associé toute sa carrière à une seule région du globe. Il a confié à la presse être resté figé devant l'écran incrédule. Il a relancé l'analyse puis une 3e fois. Le résultat est resté inchangé. Les échantillons appartenaient à l'aplogroupe R30B. Or, voici un point crucial sur plus de 65 personnes répertoriées dans leur base de données génétiques mondiale seule. 14 étaient porteuses de ce marqueur précis. 13 vivaient en Inde, 1 au Népal et aucune en Europe, en Afrique ou en Amérique. Ce marqueur venait d'apparaître dans la lignée maternelle directe de la princesse Diana. Le hic, l'aplogroupe R30B, ainsi que ses branches apparentées R30 et R30A, est exclusivement d'origine sud-asiatique. Aucune ambiguïté, aucune autre explication. Le Dr Wilson a rapporté que les preuves étaient irréfutables, confirmées indépendamment par la comparaison d'ADN provenant de 2 parents vivants différents qui ne se connaissaient même pas. Il ne s'agissait pas d'une contamination. Il ne s'agissait pas d'un hasard statistique. Il s'agissait d'une preuve scientifique claire et indéniable. La présence de R30B signifiait une seule chose. Environ 7 générations avant la princesse Diana, une femme d'origine sud-asiatique figurait dans sa lignée maternelle directe. Pas une cousine éloignée, pas une branche cadette, mais bien la lignée directe. De mère en fille, puis de fille en fille, jusqu'à Diana elle-même. De ce fait, l'histoire officielle de la famille Spencer, reproduite dans tous les ouvrages de généalogie, toutes les biographies royales et tous les programmes de mariage étaient incomplètes. Une personne réelle, une personne délibérément effacée.
Et voici le plus troublant, celui ou celle qui l'a effacé a fait un travail si minutieux qu'il a fallu 200 ans et une avancée majeure en génétique pour la retrouver. La question est alors devenue, qui était-elle? Et pourquoi toute trace de son existence avait-elle été détruite? Eliza Kewark, la femme qu'ils ont effacée. Eh bien, j'ai toujours été fasciné par les ancêtres de la princesse Diana car ils remontaient à une femme appelée Eliza Kewark. Elle était censée être arménienne, mais elle vivait près de Bombay. Elle s'appelait Eliza Kewark et pendant plus de 2 siècles, elle est restée introuvable. Ni dans les généalogies des Spencer, ni dans aucune biographie royale, ni dans aucun document familial public avant 2013. Elle avait été effacée si complètement que même les personnes porteuses de son ADN ignoraient tout de son lien avec leur histoire. Elle est née vers 1790 à Suratville portuaire, animée de la côte ouest de l'Inde, dans l'actuel état du Gujarat. À cette époque, Surat était un carrefour commercial majeur du pays. Des navires marchands d'une douzaine de nations se pressaient dans le port. Des commerçants criaient dans un patchwork de langues de marchandises, de personnes et de cultures se côtoyaient chaque jour dans les ruelles étroites. C'était le genre d'endroit où une femme métisse pouvait vivre sans attirer l'attention. Le père d'Eliza portait le nom arménien de Kewark. Elle signait ses lettres en caractères arméniens. Ce détail deviendrait plus tard le mensonge le plus utile de la famille. Mais la lignée de sa mère, celle qui portait le rare marqueur mitochondrial R30 milliards, était sud-asiatique. Le métissage était courant dans les villes portuaires comme Surat en Inde coloniale. Des marchands arméniens vivaient là depuis des générations, s'alliant par mariage aux familles locales. Mais dans la hiérarchie sociale rigide de l'Empire britannique, ses origines eurent de graves conséquences. Et voici le point crucial, c'est là que l'histoire prend un tournant inattendu. Jeune femme, Eliza devint la dame de compagnie de Theodore Forbes, un marchand écossais, arrivé à Surat vers 1809 pour travailler pour la Compagnie des Indes orientales. Forbes était le cadet d'une famille de propriétaires terriens de Boyndee, près d'Aberdeen. Ambitieux calculateur et déterminé à faire carrière dans le poste le plus lucratif de l'Empire, il employa Eliza comme gouvernante. Mais la réalité de leur relation dépassait largement ce simple titre. Ensemble, ils eurent 2 enfants, une fille Catherine, née en 1812, et un fils Alexander, né 2 ans plus tard. La famille vécut un temps ensemble d'abord à Surat, puis à Mocha, au Yémen, où Theodore fut nommé résident politique britannique. Ses fonctions officielles consistaient à acheter du café pour la Compagnie des Indes orientales et à surveiller les voies maritimes à l'entrée de la mer Rouge. Mais les lettres de cette époque révèlent qu'Eliza était bien plus qu'une simple domestique. Théodore s'appuyait sur ses compétences multilingues. Elle traduisait pour lui. Elle facilitait les contacts diplomatiques avec les marchands et les fonctionnaires locaux. À tous égards, ils formaient une famille. Mais voilà, alors que la carrière de Théodore progressait et qu'il acceptait un poste prestigieux à Bombay, les réalités sociales de l'Inde britannique se refermaient sur eux comme un piège. Dans les salons et les clubs de gentlemen du Bombay colonial, une compagne d'origine indienne n'était pas seulement mal vue, elle représentait un risque pour sa carrière. L'ère de la tolérance raciale dans l'Inde britannique touchait à sa fin. Un nouvel ordre rigide s'installait. La ségrégation s'installait. Théodore choisit alors sa carrière. Il laissa Eliza et les enfants à Surat, parti seul pour Bombay. Logea chez des amis. Fréquenta les dîners mondains, accepta les invitations d'autres employés de la compagnie et de leurs épouses européennes, et se construisit une nouvelle vie sans eux. Tandis qu'Eliza et ses enfants vivaient séparés, coupés du monde abandonné dans la ville où ils avaient jadis formé une famille, ils ne lui écrivaient même plus directement. Lorsqu'il fallait prendre des décisions concernant l'avenir des enfants, leur éducation, leur voyage en Europe, leur destin même, Théodore chargeait des intermédiaires de gérer la correspondance. La femme qui avait porté ses enfants, qui traduisait pour lui, qui l'aidait à tenir sa maison entre 2 pays,
fut réduite à un problème logistique, un détail à gérer à distance. Et puis un événement survint, qui hante encore cette histoire 2 siècles plus tard. Des années après la mort de Théodore, un paquet de lettres écrites dans une écriture non européenne fut découvert dans la propriété familiale des Forbes à Boindy, en Écosse. Elles étaient restées des décennies dans un tiroir intact non lu à prendre la poussière. Lorsque des chercheurs les examinèrent enfin, ils comprirent leur valeur. Ces lettres étaient d'Eliza écrites dans un anglais approximatif dicté à un scribe parsi, car son anglais écrit était trop faible et signé de sa main en caractères arméniens. Lettre après lettre, s'étalant sur des années. Toutes exprimaient le même appel désespéré pouvoir voir sa fille une dernière fois avant que Catherine ne soit envoyée en Europe pour toujours. Dans une lettre, elle écrivait « Monsieur, je vous en prie, faites-le-moi savoir. Avec votre permission, j'amènerai mon enfant vous la remettre en personne. » Imaginez un instant, une mère qui demande la permission de confier sa propre fille, sachant qu'une fois cela fait, elle ne la reverrait plus jamais. Sachant qu'un océan et un empire les séparaient, et pourtant, elle propose de faire le voyage elle-même, juste pour serrer Catherine une dernière fois dans ses bras. Personne ne répondit. Lorsque Théodore mourut en mer, en 1820, tout s'écroula. Dans son testament, Eliza n'était désignée que comme sa gouvernante. Il appelait Catherine sa fille naturelle présumée. Chaque mot était calculé avec précision. Chaque mot choisi pour rompre tout lien légal ou social entre Eliza et la famille qu'elle avait contribué à fonder. Catherine, âgée de seulement 8 ans, fut embarquée sur un navire à destination de l'Écosse, accompagnée uniquement d'une servante nommée Faze, une fillette de 8 ans qui n'avait jamais vu la neige, jamais connu l'hiver écossais, jamais entendu l'anglais parlé comme langue maternelle. Elle fut ainsi envoyée à l'autre bout du monde vivre chez des parents qu'elle n'avait jamais rencontrés dans un pays qu'elle ne pouvait même pas imaginer. Elle ne revit jamais sa mère. Le jeune Alexander, son frère, parvint lui aussi à rejoindre l'Écosse, mais le mal du pays le rongeait. Il était si profondément malheureux qu'il fut finalement renvoyé à Surat auprès d'Eliza. La famille Forbes laissa partir le garçon. Ils gardèrent la fille. Catherine resta. Elle grandit parmi eux. Elle s'adapta. Elle apprit à parler, à s'habiller et à se comporter comme si l'Inde n'avait jamais existé. Avec le temps, elle fit un beau mariage. Mais voici ce qui compte le plus. Grâce à Catherine, cette lignée cachée n'a pas seulement survécu, elle a prospéré. Catherine donna naissance à une fille. Cette fille eut une fille, et ainsi de suite de génération en génération, jusqu'à ce que la lignée produise Ruth, puis Francis, puis une fille née le 1er juillet 1961 à Park House, sur le domaine de Sandringham. Elle s'appelait Diana Frances Spencer, 7e génération après sa naissance. D'une ville portuaire indienne au mariage le plus célèbre de l'histoire de la télévision. Et personne dans la famille n'a jamais révélé la vérité sur les origines de cette lignée. Car ce silence n'était pas le fruit du hasard. Il était savamment orchestré. Et si vous croyez que la science doit dévoiler ce que les familles puissantes tentent d'enfouir, abonnez-vous sans plus attendre, car c'est dans cette dissimulation que cette histoire devient véritablement incroyable. La dissimulation de 2 siècles. Au cours du 19e siècle, quelqu'un a consulté la généalogie de la famille Spencer et a pris une décision. Là où le nom d'Eliza Kewark aurait dû figurer, là où son héritage, ses origines, son lien avec l'Inde, aurait dû être consigné un seul mot, a été inscrit arménien. Il s'agissait peut-être d'un employé ou peut-être d'un membre de la famille. Il se peut qu'un avocat ait été engagé précisément à cette fin. Mais celui qui tenait la plume savait parfaitement ce qu'il faisait. Il ne s'agissait pas de corriger une erreur, mais de bâtir un mensonge qui perdurerait pendant 2 siècles. Cela a suffi. Un seul mot, et l'effacement était total. Le nom d'Eliza Kewark était suffisamment proche du nom arménien Kevork. Elle signait ses lettres en caractères arméniens. Son père avait peut-être réellement des origines arméniennes. Et ce simple fil conducteur est devenu toute la version officielle.
Arménien signifiait chrétien. Être arménien était synonyme de respectabilité. Cela signifiait vivre en harmonie avec l'Europe voisine, une simple bizarrerie de l'Empire, rien de plus. L'héritage indien, en revanche, aurait été perçu comme une tâche indélébile, une contamination qu'aucune richesse, aucun mariage avantageux, aucun titre ne pouvait effacer. Et tenez-vous bien, cette dissimulation n'a pas duré qu'une génération. Elle a duré plus de 2 siècles. Arbres généalogiques, registres de mariage, archives paroissiales, correspondances privées, tout a été soigneusement effacé. Au 20e siècle, le mensonge était si profondément enraciné que plus personne ne le remettait en question. Lorsque Diana a épousé le prince Charles à Saintes, en 1981, à la cathédrale Saint-Paul, devant 750 millions de téléspectateurs, la biographie officielle d'Eliza Kewark la décrivait toujours comme arménienne. Personne dans la famille Spencer ni au sein de la famille royale ne contesta cette affirmation. Le secret fut préservé durant les 2 guerres mondiales. Cela a résisté à l'effondrement de l'Empire britannique. Cela a résisté au mariage le plus médiatisé de l'histoire jusqu'en 2013, lorsque 2 flacons de salive ont fait voler en éclats cette illusion. Et maintenant, l'histoire devient personnelle. Après la publication des résultats ADN des journalistes, ont retrouvé la tante maternelle de Diana, une femme nommée Mary Roach. Elle était l'une des rares personnes encore en vie à avoir grandi en écoutant les vieilles histoires de famille, celles transmises de génération en génération lors des repas de famille et dans les lettres privées. Lorsqu'on lui a annoncé les résultats des tests ADN, elle a marqué une pause. Puis elle a prononcé une phrase qui résume l'absurdité de 2 siècles de mensonges. « J'ai toujours cru avoir des origines arméniennes, alors je suis ravi d'apprendre que j'ai aussi des origines indiennes. » Une femme de la famille de la princesse Diana avait vécu toute sa vie en croyant à une histoire génétiquement fausse. Elle ne le savait pas. Sa mère ne le savait pas. Sa grand-mère ne le savait pas. De génération en génération, les femmes de cette famille avaient transmis l'ADN mitochondrial d'Eliza dans leurs cellules, tout en perpétuant l'histoire arménienne de couverture lors de leur dîner. Le mensonge était si profondément enraciné, si solidement ancré à travers les générations, que même les porteurs de cet ADN ignoraient tout de sa véritable nature. La vérité biologique et la légende familiale avaient coexisté pendant 2 siècles sans que personne ne s'aperçoive de leurs récits diamétralement opposés. La véritable histoire était inscrite dans leurs cellules depuis toujours. Il a simplement fallu la science pour la déchiffrer. Plus royale que la royauté elle-même. Mais voici où l'histoire prend une tournure inattendue. Lorsque les fiançailles de Diana avec le prince Charles furent annoncées en 1981, les rédacteurs de Burke's Peerage, ouvrage de référence sur l'aristocratie britannique, firent une déclaration publique qui stupéfia même la famille royale. Ils affirmèrent que Lady Diana Spencer avait plus de sang royal anglais dans les veines que son futur époux. Les Spencer, disaient-ils, étaient un peu enclins aux relations royales. Imaginez un peu, la femme dont la famille avait passé 2 siècles à dissimuler ses origines indiennes se révélait plus royale que le prince qu'elle allait épouser. Voici ce que la plupart des gens ignorent: le sang royal dans la famille de Diana ne provenait ni des mariages officiels ni des grandes alliances négociées entre royaumes. Il provenait d'un milieu plus informel, celui des maîtresses. Barbara Villiers, Louise de Kerwild et Nell Gwyn ont chacune conquis le cœur du roi Charles. 2, un monarque célèbre pour avoir eu plus d'une 12aine d'enfants avec des femmes qui ne deviendraient jamais reines. La famille Spencer fait remonter sa lignée non pas à 1 ni à 2, mais à 3 de ses maîtresses royales. Leurs enfants sont nés hors des règles de succession, mais leur sang s'est discrètement intégré à l'aristocratie anglaise au fil des siècles. Diana descendait d'Henry Fitzroy, duc de Grafton, et de Charles Lennox, duc de Richmond, tous 2 fils illégitimes de Charles II. 11 générations plus tôt,
Elle était également une descendante directe de Mary Stuart, reine d'Écosse, exécutée en 1587 par sa cousine Élisabeth Ière. Pendant ce temps, le domaine des Spencer à Althorp existait depuis 1508 ayant survécu aux guerres aux dynasties et aux successions de monarques. Le nom de famille de la famille royale, en revanche, était Saxe-Cobourg et Gotha, un nom résolument allemand, jusqu'à ce que le roi George V le rebaptise discrètement Windsor, durant la Première Guerre mondiale, pour éviter les réactions anti-allemandes. Et c'est là toute l'ironie du sort. Selon la tradition, Diana n'épousait pas un homme de son rang. Charles, en revanche, l'était. Cette femme dont la famille avait passé 2 siècles à dissimuler une ancêtre indienne, à effacer des noms des généalogies, à remplacer l'héritage par une fiction commode, à s'assurer que personne ne s'intéresse de trop près aux véritables origines de sa lignée. Cette femme s'est avérée plus royale que le prince qu'elle épousait. La famille, qui avait effacé une femme de l'histoire indienne pour préserver son prestige, avait donné naissance à l'épouse la plus importante de l'histoire royale moderne. Les Spencer avaient gardé leur secret si farouchement pendant si longtemps que lorsque Diana a remonté l'allée de l'église Saint-Paul, elle était déjà devenue une figure emblématique de la monarchie. À la cathédrale Saint-Paul, l'ironie était imperceptible à tous. Et pourtant, personne n'a dit la vérité. Pas avant que l'ADN ne parle de lui-même. L'histoire s'achève. C'est ici que tout bascule, et c'est brutal. Le prince William est porteur du même marqueur mitochondrial rare de 30 milliards de rang, apparu au Gujarat il y a plus de 200 ans. Ce lien génétique est passé par Eliza Kewark, a traversé les océans, a survécu aux préjugés coloniaux, a résisté à 2 siècles d'effacement délibéré et s'est inscrit dans l'ADN de celui qui un jour siégera sur le trône britannique. Les marqueurs autosomiques des génomes des 2 cousins maternels de Diana ont confirmé qu'ils possédaient entre 0,3 et 0,8% d'ascendance sud-asiatique, ce qui signifie que William lui-même porte presque certainement une petite, mais réelle portion d'ADN indien héritée directement d'Eliza. Il sera le premier monarque britannique à avoir des origines indiennes prouvées. Le Commonwealth, qui abrite plus d'1 milliard de personnes d'origine sud-asiatique, sera un jour dirigé par un roi qui porte en lui un lien génétique direct avec leur région. Ce n'est pas un symbole, ce n'est pas un geste diplomatique, ce n'est pas un titre sensationnaliste. C'est la biologie inscrite dans l'ADN de celui qui portera la couronne. Mais voici le dernier rebondissement, et celui-ci ne se termine pas bien. L'ADN mitochondrial se transmet uniquement de la mère à l'enfant. Les hommes en sont porteurs, mais ne peuvent le transmettre. William a hérité de Diana, le marqueur génétique de 30 milliards de rang. Mais ses enfants, George, Charlotte et Louis, ne l'hériteront pas de lui. Ils hériteront de leur ADN mitochondrial de leur mère Catherine, ni de William, ni de Diana, ni d'Eliza, ni. Le flambeau disparaît avec William et son frère Harry. 2 hommes, c'est tout, les derniers porteurs de cette lignée. Maintenant, réfléchissez bien à ce que cela signifie. Le fil génétique ancestral, qui a voyagé d'une ville portuaire de l'ouest de l'Inde à travers 7 générations de femmes anglaises, par-delà les continents, et à travers des siècles de silence imposés jusqu'aux marches du palais de Buckingham. Ce fil s'achève ici non pas par une catastrophe, non pas par un scandale, non pas par une révélation spectaculaire, mais simplement discrètement, biologiquement, irréversiblement. Eliza Kewark a été effacée des archives familiales. Ses lettres ont pris la poussière dans un tiroir écossais pendant près de 2 siècles. Son nom a été remplacé par un mensonge commode. Son héritage a été effacé de tous les documents que la famille a pu consulter. Elle s'est battue pour revoir sa fille une dernière fois, mais on le lui a refusé. On a effacé son nom de la mémoire. On a réécrit son histoire. On l'a transformée en une personne qu'elle n'était pas. Et maintenant, 200 ans plus tard même, son ADN, la seule chose qu'ils n'ont pas pu effacer, le dernier vestige de son existence dans cette lignée disparaîtra. Les Spencer ont passé 200 ans à cacher cette femme.
S'ils ont enterré cela, que pensez-vous que les familles les plus puissantes du monde dissimulent encore? Si vous voulez le découvrir, abonnez-vous dès maintenant car les histoires qu'on ne veut pas que vous entendiez sont souvent les plus importantes.